Les grandes batailles de l'histoire. Alors qu'à travers l'Europe, les soldats partaient pour la guerre, le correspondant Philippe Gibbs envoyait à Londres le reportage suivant. Pendant ces premiers jours de la guerre, j'ai été le spectateur de bien des scènes d'adieu. Des centaines de femmes se trouvaient dans la foule, agitant des mouchoirs. La douleur de la séparation oubliée, pleine de l'enthousiasme et de la fierté qui émanait de ceux qui partaient pour se battre et conserver leurs traditions. Je n'ai pas vu alors d'autres larmes que les miennes. Je fus saisi d'une émotion qui me fit frissonner, car au-delà de la parade de la cavalcade, je vis les champs de bataille. Je sentis l'odeur nauséabonde du sang, car j'avais déjà connu la boue et la misère de la guerre. Et j'avais vu les convois de blessés se traînant le long des routes pleines d'ornières, remplis d'hommes qui avaient été forts et bien portants, à présent rendus hideux par la douleur. L'impasse. Le front se stabilise. En Allemagne, pendant que l'armée était mobilisée, un jeune étudiant appelé Walter Limer était l'un de ces hommes impatients de servir leur pays. 3 août 1914. Enfin, j'ai reçu mes ordres. Ma chère mère, je te prie de toujours te souvenir de ce que je viens de faire. Car si en ce moment nous ne pensons qu'à nous et qu'à nos parents, nous serons insignifiants et faibles. Nous devons élargir notre vision et penser à notre pays, le pays de nos ancêtres. Adieu. À travers toute l'Europe, les soldats étaient mobilisés pour partir faire la guerre et disaient adieu à leur famille pour se précipiter vers le front. Notre marche vers la gare fut une expérience poignante, mais enthousiasmante. Il semblait que l'on vivait autant d'événements pendant cette heure que normalement pendant des mois et des années. Cette heure est une heure qui sonne rarement dans la vie d'une nation. La stratégie de l'Allemagne, le plan Schiffen, exigeait pour réussir un horaire précis. À l'est, l'armée russe devait être maintenue à l'écart. À l'ouest, l'armée allemande devait éviter la ligne des fortifications françaises en se glissant vers l'ouest à travers la Belgique neutre, puis en se retournant en un vaste arc de cercle vers le sud contre la France. L'armée française allait être prise au piège entre Paris et sa propre frontière. La guerre sur le front de l'Ouest allait se terminer en 6 semaines. Alors, l'armée allemande se retournerait contre la Russie. Le Kaiser résuma ce plan en une seule phrase. À Paris pour déjeuner, à Saint-Pétersbourg pour dîner. Mes amis, soyez fiers de vivre une telle époque, dans une telle nation. Ayez, vous aussi, le privilège d'envoyer plusieurs de ceux que vous aimez vers cette lutte glorieuse. C'est une joie d'aller au front avec de pareils camarades. Nous devons vaincre. Dans la matinée du 4 août 1914, la cavalerie allemande traversa la frontière belge.
Une armée belge réduite et mal équipée les attendait. Les Belges allaient devoir affronter l'armée la plus puissante du monde, une armée environ 10 fois plus forte que la leur. Le principal espoir de la Belgique était la ceinture de fortifications qui protégeait la ville d'entrée de Liège. Mais l'armée allemande avait un plan pour abattre ces fortifications. Elle dévoila son arme secrète, le plus grand canon du monde, le Grosse Bertha. Des fortifications en béton et en acier que l'on avait cru jusqu'alors inexpugnables furent projetées dans les airs par les obus d'une tonne de la Grosse Bertha. Un commandant belge a décrit la suite. Le fort est à présent en ruine. Nous nous trouvons dans une obscurité totale et pouvons à peine respirer à cause des gaz empoisonnés et nocifs. Le porteur d'un drapeau blanc a demandé la reddition du fort. Nous préférons mourir que de nous rendre. L'armée allemande se répandit sur les plaines belges. Elle ne s'attendait plus à rencontrer de la résistance, mais à sa grande surprise, des francs-tireurs belges commencèrent à tirer. En Belgique, la guerre devint rapidement une expérience terrible parce que les civils prirent part au combat. Le soldat allemand Fritz Nagel vit la frayeur de ce qui l'entourait se transformer en acte de représailles contre des victimes innocentes. À moins de tirer les premiers, on ne savait pas où se trouvait l'ennemi. Dès qu'ils le pouvaient, ils abattaient des soldats allemands. On pouvait difficilement se défendre contre ce genre de tactique guerrière parce que les rues étaient pleines de civils, de même que les maisons. C'était un supplice pour les nerfs qui se terminait par un massacre sauvage et sans pitié à la moindre provocation. Pendant que nous marchions vers Louvain, tout le long des rues se trouvaient des civils effrayés, les mains haut levées en signe de reddition. Ces hommes, ces femmes et ces enfants morts de peur étaient un spectacle terrible. À présent, tous les soldats allemands avaient également peur. Once the opinion comes up that there is systematic Frankfurter's action, then you get the orders from above to be as harsh as possible in order to stifle this from the very first moment. And that triggers off then this wave of rather violent actions and atrocities against the civilian population. On annonça aux Belges que 10 civils allaient mourir pour chaque soldat allemand tué. Des centaines d'hommes, de femmes et d'enfants furent alignés et fusillés. Le bruit de ces atrocités se répandit rapidement. Au fur et à mesure que le nombre d'histoires grandissait, chaque nouvelle version devint plus atroce. Des histoires incroyables furent prises pour argent comptant.
Bientôt, l'image des monstrueux Huns allemands commença à surgir et atteignit les journaux. Les correspondants de guerre anglais en Belgique ont vu des petits-enfants assassinés et les pieds brûlés. C'est là le travail des troupes allemandes. Des hommes qui ont leurs propres enfants à la maison, ou des petits frères et des petites sœurs du même âge que les innocents qu'ils torturent avant de tuer. Ce que l'on fait aux jeunes filles et aux femmes belges est tellement horrible que les détails ne peuvent être imprimés. Many of the stories that rapidly became well known through the press formed the basis of a very substantial, probably the first substantial propaganda campaign in history. And it gave the Allies an extraordinary weapon, because what it suggested was that the Germans committed atrocities not because they were soldiers, not because they were occupiers of Belgium, but because they were Germans. There was something genetic about their viciousness, and this was made into the imagery of the Hun. Les Belges n'avaient contenu l'armée allemande que quelques jours. Mais le coût réel pour l'Allemagne fut l'image d'un viol d'une petite nation luttant pour survivre. Le symbole de la pauvre petite Belgique allait hanter les Allemands pendant les années à venir. De toutes les grandes puissances européennes, la Grande-Bretagne était la seule qui ne disposait que d'une armée de volontaires. Le secrétaire d'État à la guerre, Lord Kitchener, estimait que cette petite armée régulière britannique ne serait pas suffisante. Il prédisait que la guerre durerait au moins 3 ans. L'armée britannique allait exiger des millions de recrues. Du haut de la mairie et de la tribune des églises, les hommes furent exhortés à prendre les armes pour défendre leur patrie. Le Yorkshire Post décrivit comment même un match de football servit au recrutement de soldats. Nous avons été le témoin de scènes enthousiasmantes sur le terrain du City Football Club de Leeds hier soir, à la fin du match. Le maire s'est adressé à une foule d'environ 4000 spectateurs. Il s'est produit une course animée à travers le terrain, ainsi que des applaudissements frénétiques. En haut des marches, des jeunes gens robustes s'avancèrent pour recevoir un brassard portant les couleurs nationales et se couvrir avec de la chance avec leurs camarades d'une gloire impérissable sur le champ de bataille. Lorsque la course se termina, on découvrit que le nombre des volontaires était de 149. La femme du maire demanda 51 de plus. Une autre course prit place. D'autres applaudissements prolongés retentirent et sur l'air de « It's a long way to Tipperary », le quota fut rapidement rempli. Du terrain de football, les recrues allèrent à la mairie pour s'enrôler. Les volontaires doivent être en bonne santé, avoir de bonnes dents et être âgés de 19 à 30 ans. Rejoignez vos copains devint rapidement le slogan du recrutement. The PALS movement in Britain took off like a rocket. It became a matter of civic pride and community pride to raise local battalions of PALs who would fight together, enlist together, serve together, train together, etc. And so, after the end of September 1914, Kitchener had his expanded army.
Bon, dis-je, je viens de m'enrôler. Je ne peux rien faire de plus. Bon, dit-elle, tu peux m'avoir, moi ou les copains. Bon, dis-je, ce sera les copains. Ils me demandèrent combien je mesurais et je le leur dis. Ils murmurèrent entre eux. Je mesurais 1,65 m et j'étais très inquiet. Aussi, je remplis mes chaussures de journaux. De toute façon, dis-je, écoutez, mes copains sont en train de s'enrôler, 6 d'entre eux, tous des footballeurs. Ils dirent donc, bon, laissons-le entrer. With a smile on his lips and his left hand tips upon his shoulder, bright and gay. As the train moved out, he said, remember me to all the world. Then he wagged his paw and went away to war, shouting out these pathetic words. Goodbye, goodbye, oh, I'm so dear, baby dear, from your eye. So hard, I know, I'll be even the death to go so right. La guerre éclata comme un coup de tonnerre et en quelques jours, Paris se transforma comme par enchantement. Un grand silence s'empara de Montmartre. Les musiciens des orchestres rangèrent leurs instruments et se précipitèrent le visage effrayé vers Berlin, Vienne et Budapest. La Seine coulait très tranquillement sous ses ponts. Les femmes se cachaient chez elles, demandant à Dieu comment elles allaient faire pour vivre à présent que leurs amants étaient partis se battre. Le journaliste Philippe Gibbs se trouvait en France lorsque la guerre éclata. Comme il lui fut interdit de voyager avec l'armée, il envoya ses reportages de Paris. Il n'y eut aucune éruption de fièvre, de chauvinisme, aucune manifestation de soif de sang allemand, à Paris ou dans d'autres villes françaises. L'appel aux armes est survenu sans aucun bruit de clairon ou de prière. Le calme de Paris était stupéfiant. Ce n'était pas la première fois que la France entrait en guerre contre l'Allemagne. En 1871, une Allemagne victorieuse lui avait enlevé 2 de ses provinces les plus riches, l'Alsace et la Lorraine, comme butin de guerre. À présent, une nouvelle génération était appelée à défendre l'honneur de la France. Un flot continuel s'écoule vers la mort. Des soldats passent en chantant et en criant. À Berlin, d'autres marchent en silence, l'air féroce et déterminé. Sur cette scène de désolation, le soleil brillait glorieusement, indifférent aux maux de cette terre. Madame Camille Drumont, qui appartenait à l'aristocratie française, était une de ces mères qui voyaient leur fils partir pour la guerre. Maintenant qu'une nuit tranquille est en train de tomber, je pense plus que jamais à toi, mon cher enfant. Où es-tu? Que fais-tu? Ce matin,
je suis entrée dans le salon et mes yeux sont tombés sur ton violon. J'ai éclaté en larmes et me suis enfuie de la pièce. Comme bien d'autres femmes en France, Madame de Rumont n'était pas prête à une nouvelle guerre. Mais le commandement français n'était pas de cet avis. Joseph Jacques Césaire Joffre était le champion de l'offensive. Pour lui, la rapidité et le courage étaient l'essentiel et l'artillerie lourde un inconvénient. La baïonnette, disait-il à ses soldats, était l'arme suprême de la victoire. The infantry bearing their bayonets, their rifles with bayonets, are really intended to terrify the enemy by the sight of cold steel. It is believed that an attacking force will look so ferocious and will behave so ferociously that an enemy will quail before the sheer valor and the bravery of this oncoming force. À l'aube, dans le pâle soleil de la matinée, ils traversèrent les ponts avec leurs fusils étincelants et les redingotes bleues et les pantalons rouges de l'infanterie les faisaient ressembler de loin à des soldats de plomb dans la boîte de jeu d'un enfant. Je fermais les yeux pour éviter l'éblouissement et le scintillement de ce kaléidoscope. Que signifiait tout cela, cette marée envahissante d'hommes en armes? Que signifierait-elle dans un jour ou deux, lorsqu'une autre marée d'hommes allait la balayer? Joffre était décidé à frapper un grand coup contre l'Allemagne et à reprendre les provinces françaises perdues. Sous-estimant la puissance de l'invasion allemande de la Belgique, les Français suivirent leur plan qui consistait à se déplacer vers l'Est, vers l'Alsace et la Lorraine. Un de ces soldats français était Paul Lintier, sur le point de se battre pour la première fois. Je sentis ma gorge se serrer. L'heure était venue de sacrifier ma vie. Perdant son sang, mon corps allait reposer sur le champ de bataille. Je me voyais déjà. C'était la fin. Elle n'avait pas mis longtemps à venir, car j'ai seulement 21 ans. Contre l'artillerie lourde et les mitrailleuses, le courage de Lintier compta bien peu. Son régiment s'aligna suivant une formation du 19e siècle et avança en pleine vue de l'ennemi. Les obus continuaient à voler au-dessus de nous. L'ennemi avançait. Des compagnies entières d'infanterie reculèrent. Nous avions perdu la bataille. The 19th century tradition of the army was of the self-sacrifice for the nation. And the beginning of the 20th century was still in this mentality. These bright colors, especially the red of the trousers, of the caps too, was a sign of this heroic ethic of the war. It was absolutely, it was a sign of cowardice to fight the enemy in green colors, which couldn't be seen by the enemy itself. You had to fight openly. En 4 jours, plus de 40 000 soldats français furent tués, 27 000 en une seule journée. Le 22 août 1914 fut la journée la plus sanglante de l'histoire militaire française.
Un sentiment profond de honte nous oppressait pendant que nous traversions ces villages que nous étions incapables de défendre. Nous les abandonnions à la furie de l'ennemi. Pendant que l'armée française battait en retraite, Joffre en fit part à son gouvernement. Dans 2 jours, les Allemands allaient se trouver aux portes de Paris. La ville était-elle prête, demanda-t-il, à soutenir un siège? Tous ceux qui le pouvaient fuyaient devant l'avance allemande. Les chemins de fer et les routes étaient inondés de réfugiés. On ne peut s'imaginer rien de plus triste que ce flot de fugitifs le long des routes de France. Nous les avons vus passer devant nos maisons, venant de Dieu sait où, empilés sur des chariots, avec leurs animaux, leurs literies et tous leurs biens. Ils étaient passés par Paris, leurs chevaux tombant pratiquement de fatigue, pour chercher refuge dans un endroit accueillant. Mais où cela serait? Ils ne le savaient pas. Pour l'instant, leur seule pensée était de s'en aller loin, très loin, aux confins de la terre. Alors que l'armée allemande s'approchait de Paris, Camille Drumont décida de s'enfuir elle aussi. Elle s'échappa par le train jusqu'à la côte française. Des trains pleins de soldats et même de blessés étaient bloqués, comme nous, en ligne parallèle. Toute cette confusion conduisait à la panique, la terreur du troupeau humain qui, pour échapper à l'ennemi, était en train de se jeter, tête baissée, dans l'inconnu. Un autre train s'était aussi arrêté, et sous la lumière de la lune, les 2 trains ressemblaient à 2 longues processions funèbres. Je pleurais, la tête entre les mains. Tout d'un coup, une chanson merveilleuse s'éleva dans cette nuit tragique. La voix venait de l'autre train. C'était une voix d'homme qui chantait la sérénade de la damnation de Faust. Ce chant dissipa ma tristesse et sauva mon âme du désespoir. Sous la lumière de la lune, au milieu de toute cette misère et cette détresse humaine, ce fut sublime. Pendant que les réfugiés fuyaient la guerre, la force expéditionnaire britannique régulière commença à traverser la Manche. Parmi les soldats se trouvait un Irlandais âgé de 20 ans, John Lucy. Bien avant la guerre, son frère et lui s'étaient enrôlés dans l'armée pour échapper à l'ennui de la vie dans une ferme irlandaise. Nous étions fatigués de nos parents, de la vie de nos parents, de l'essence de café en bouteille, de l'école et en général de tout. Le bétail, la volaille, les œufs, le beurre, le bacon et les conversations sur la politique nous dégoûtaient. Au diable tout ça. En fait, nous étions pleins de vie, nous désirions nous aventurer et ouvrir nos ailes.
Nous eûmes de l'aventure. Nous nous enrôlâmes. Au début, nous étions incapables de suivre le déroulement des événements sur le continent. Qui devions-nous combattre? Les Français, les Russes, les Allemands? Quelle importance? Une bonne fusillade suivie d'une bonne charge irlandaise à la baïonnette allait rapidement arranger les choses. Le 22 août, l'unité de John Lucy atteignit la ville belge de Mons. Le jour suivant, elle dut affronter une force allemande qui les surpassait dans une proportion de presque 3 contre 1. Les Allemands les attaquèrent en vagues, avançant épaule contre épaule à travers champs. Notre fusillade fut terrifiante, même pour nous, et le plus mauvais tireur ne pouvait manquer son but. Après le premier choc, de voir des hommes s'écroulant irrémédiablement sur le sol lorsqu'ils étaient touchés, cela nous donna un fort sentiment de pouvoir et de plaisir. Cependant, au bout de quelques heures, John Lucy fut abasourdi d'apprendre que l'armée britannique avait reçu l'ordre de battre en retraite. The soldiers at Mons thought they'd done rather well in terms of holding off the oncoming masses for some time. I think the fact that they still then had to pull back added to this sort of sense of A, frustration, and B, exhaustion. But simply, the weight of the German advance was too strong for such a small force, particularly as it had only just got to the front line, basically. Chaque cellule de notre corps attendait le repos avec impatience. Les hommes marchaient en dormant et rêvaient en marchant. Ils parlaient de leur maison, de leurs femmes, de leur mère, de leurs ambitions simples, de la bière dans des pubs confortables et de leurs rêves. Leur esprit se trouvait comme au milieu d'un brouillard pendant que leurs pieds se déplaçaient automatiquement. De même que l'armée britannique qui reculait, l'armée allemande qui avançait était toute proche de l'épuisement. À ce moment-là, pendant que les armées allemandes s'enfonçaient chaque fois plus profondément en France, des brèches s'ouvrirent entre elles. Pour les refermer, elles ne se déplacèrent pas vers l'ouest comme prévu, mais vers l'est de la capitale. Les Allemands se trouvaient juste à 50 km de Paris. Cela permit enfin aux Français d'attaquer le flanc exposé de l'armée allemande. S'ils échouaient à présent, cela allait signifier perdre à la fois Paris et la guerre. Paul Lintier fut surpris de voir que même des taxis se dirigeaient vers le champ de bataille. J'aperçus dans les taxis des soldats en train de dormir, la tête rejetée en arrière. « Blessé ?» demanda quelqu'un. « Non » fut la réponse d'une voiture qui passait. « C'est la 7e division de Paris. Elle est en route vers le front. » Ce qui suivit fut la bataille de la Marne. Elle dura 6 jours et engagea 2 millions d'hommes. Lorsqu'elle se termina, l'avance allemande avait été interrompue. Paris avait été sauvé. Le plan Schiffen s'était écroulé. Une autre forme de guerre commença. Devant les armes modernes, les soldats abandonnèrent leur tactique de guerre à découvert du 19e siècle et commencèrent à creuser la terre. Les tranchées s'étendirent kilomètre après kilomètre. And this is the first time that the British are up against the realities of trench warfare. And they're absolutely baffled as to why they have not been able to drive the Germans back, have not been able to break through. This is for them a whole new phenomenon. « 400 000 soldats français avaient été tués simplement pour atteindre une impasse.
Les pertes allemandes étaient tout aussi effrayantes. La petite armée britannique avait été pratiquement anéantie. John Lucy avait survécu, mais pas son frère. Je rêvais de lui la nuit, et une fois, il me sembla qu'il vint me voir, posa ses mains sur mes épaules et me dit qu'il allait bien. Ce rêve curieux me soulagea. J'étais trop fatigué pour me rendre compte de ma chance. Mes yeux s'affaiblirent, errèrent, puis se posèrent sur les corps à demi cachés d'hommes adultes ou d'adolescents. Je les regardais avec fierté et tristesse. Les Écossais et les Irlandais, les gars de l'Ulster, tous réunis dans la mort sur un champ de bataille étranger. Mes copains morts. Pendant que les armées allemandes se précipitaient sur la France, les citoyens allemands s'échappaient de chez eux. Ils fuyaient devant une nouvelle menace. L'armée russe avait mobilisé plus rapidement que prévu. Elle était en train d'envahir l'Allemagne pour venir au secours de la France. À présent, l'Allemagne devrait livrer la guerre sur deux fronts. L'armée russe dépassait l'armée allemande dans une proportion de 4 contre 1. Mais ces troupes ne constituaient pas la menace considérable qu'elles semblaient être. The Russian army is very much twixt and between. It's been expanding incredibly rapidly. And that meant an awful strain on the infrastructure, with far too few officers and especially far too few NCOs for what still, to a large extent, is untrained peasantry. Le courage ne suffisait pas pour surmonter ces problèmes. Les obus de l'artillerie étaient rationnés. Certains soldats marchèrent au combat sans même un fusil. Les généraux russes, Pavel Ranankov et Alexandre Samsonov, ne se parlaient même pas. Pour dépasser un chapelet de lac de 50 km, les généraux russes divisèrent leur armée en deux. Ce fut une erreur. Les Allemands déplacèrent leurs forces vers le sud, où ils dépassaient en nombre et encerclèrent l'armée de Samsonov lors de la bataille de Tannenberg. Поражение русской армии в восточной прусской операции, которую на Западе называют часто битвой при Танненберге, было причиной прежде всего низкого уровня командования этой операцией со стороны русских генералов. Просчеты при планировании и проведении операции были совершенно очевидны. И этими просчетами воспользовалось командование германской армии. Гинденбург, Людендорф. Les mitrailleuses allemandes étaient mortelles et fauchèrent immédiatement les rangées des Russes lorsqu'ils se redressaient sur les champs de pommes de terre pour tirer ou avancer. Le colonel Alfred Knox était un officier britannique destiné à observer l'avance russe. Au lieu de cela, il fut le témoin de l'anéantissement de l'armée de Samsonov. Samsonov répéta à plusieurs reprises que la honte d'une telle défaite était plus qu'il ne pouvait supporter. L'empereur avait confiance en moi. Comment puis-je le regarder en face après un pareil désastre? Il s'en alla et ses officiers entendirent un coup de feu. Ils cherchèrent son corps sans succès.
Mais ils étaient tous convaincus qu'ils s'étaient tués. La bataille de Tannenberg fut la plus grande victoire allemande pendant la guerre. 100 000 Russes furent faits prisonniers, 30 000 furent tués. Comme les armes de la guerre devenaient chaque fois plus meurtrières, les soldats tentèrent de trouver d'autres moyens de se défendre. Des visières en cotte de maille pour se protéger les yeux de la chute de la mitraille. Des armures pour le corps à l'épreuve des balles. Des abris mobiles pour avancer à travers le No Man's Land. Tout cela offrait peu de protection. Ce que les soldats pouvaient faire de mieux était de continuer à creuser la terre. The first thing was it smelled bad. It smelled bad because there were open latrines everywhere. They weren't always used by the troops. There were bodies rotting everywhere. Both the Germans and the British were troubled with rats. The rats ate corpses, then they came in and snuggled next to you while you were sleeping. Sky study becomes one of your few amusements. You never see your enemy. The only thing you can see is the sky up above, actually. J'ai une petite maison humide dans la tranchée, continuellement inondée par les pluies d'orage. Il y a une vache morte tout près dont les pattes pointent vers le ciel et qui dégage une puanteur horrible. Dessous, à la place du plancher, il y a un bloc de boue humide avec un peu de paille. Mais comme les obus tombent partout, il n'y a aucun endroit comme ma petite maison humide dans la tranchée. Juste pour rester vivants, les soldats des deux côtés trouvèrent certains moyens de limiter la tuerie. Command made it clear that a certain number of shells had to go over every day in order to make life miserable for the enemy. But okay, you sent them over at that time of day when the enemy would not be having dinner. You wouldn't fire it at a position where you were likely to hurt many of the enemy. You actually hadn't done the enemy a lot of damage, but then he hadn't done you a lot of damage, and therefore you would live to fight another day. La veille de Noël 1914, la température sur le front occidental tomba au-dessous de zéro. À certains endroits, il commença à neiger et la lune se cacha. Alors, tout droit à travers les lignes allemandes, des lumières commencèrent à apparaître. Les Britanniques se préparèrent pour une attaque. Mais au lieu de coups de feu, un bruit de chanson traversa le No Man's Land. The Germans would be heard singing Stille Nacht, Heilige Nacht. The British would respond with a British Christmas carol. In some places, food was lobbed over into the opposing trenches. In one or two instances, the Germans erected Christmas trees. And there was a kind of mutual curiosity, certainly instances of soldiers applauding each other's singing.
in one